Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés, j'ai la joie de recevoir Robert Stucker, donc militant de longue date pour la cause grande européenne. Robert, vous êtes auteur, traducteur, polyglotte et vous animez un certain nombre de blogs comme Synergie européenne par exemple. Et vous avez sorti votre dernier livre qui s'intitule Page russe, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et ça fait que, pour vous donner une précision, ça fait exactement, j'entame la 51e année de militantisme. Ma première question, elle est la suivante. Les souverainistes stataux nationaux nous disent que c'est impossible d'avoir une souveraineté européenne ou d'envisager même le projet d'une Europe unie. Que pouvons-nous leur répondre? C'est-à-dire que la réponse est assez simple, surtout pour les souverainistes en France. Je ne dirais pas la même chose pour les souverainistes allemands ou autres, mais il y a eu une souveraineté européenne brève, bien entendu, mais au temps de Napoléon. C'est le fameux bloc continental de Napoléon. Et là, je conseille à tous vos auditeurs de retrouver un vieux livre de Bertrand de Jouvenel qui parle du bloc continental. C'est un ouvrage français, de la science politique française, que les souverainistes devraient lire, bien entendu. Naturellement, Napoléon exportait les idées de la Révolution française, qui sont peut-être des idées de liberté, ça personne ne les a contestées, mais elles brisaient aussi les formes de liberté acquises par les différents peuples européens, notamment ici, le droit brabançon ne laissait pas grande place aux aristocrates, par exemple, qui ne devaient représenter que par 2 individus sur 100 membres du Conseil du Brabant. La plupart étaient des intellectuels, des moines, des directeurs d'abbayes qui étaient des bibliothèques en réalité, et l'université de Louvain. Bon, alors après Napoléon, il y a eu non pas une souveraineté européenne, mais une pentarchie qui harmonisait tout de même les différences entre les 5 grandes puissances européennes, France comprise. Elle n'a pas été exclue, comme on l'a fait avec l'Allemagne au bout des deux guerres mondiales. Donc il y avait la France, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la Prusse, il y avait l'Autriche-Hongrie et il y avait la Russie, bien entendu. La Grande-Bretagne a très tôt fait un jeu à part. Et elle a, de manière tacite et de manière subtile, de manière hypocrite, elle a torpillé cette pentarchie. Ensuite, le Troisième Reich a voulu imposer une souveraineté finalement européenne, mais ça a raté pour des raisons évidentes. C'est que l'unification s'est faite en très peu de temps et de manière brutale par des faits de guerre. Elle ne pouvait se solder que par un fiasco. Et bien sûr, l'invasion de la Russie rendait par l'élongation énorme du front ne rendait pas la chose possible. Ça, beaucoup de généraux allemands l'ont écrit. Ernst Jünger s'en est fait l'écho dans ses journaux, et ce sont des textes qui méritent d'être relus et d'être gardés en tête à l'heure où Macron veut évidemment entamer un nouveau front de l'Est, non pas au nom d'un nationalisme ou d'un national-socialisme, mais de sa forme de néolibéralisme. C'est l'immensité du territoire fait que tenir un front est chose quasi impossible. Même maintenant, la guerre russo-ukrainienne se fait sur un front qui est bloqué et qui ne permet pas des offensives, car qui passe à l'offensive disloque la cohérence de ses armées. Ensuite, une souveraineté européenne, elle a été appelée par Gorbatchev. On a complètement oublié Gorbatchev. Il a fait une proposition qui n'a été suivie d'absolument aucun effet, mais l'idée d'une maison commune où chacun serait maître dans la pièce qu'il occupe n'était pas une mauvaise idée en soi. Et il faudrait la remettre sur le tapis
elle n'a été que très brièvement discutée au début des années 90, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Ensuite, bien sûr, l'Union européenne aurait pu créer une souveraineté européenne, mais c'est chose impossible à partir du moment où on adopte une idéologie néolibérale. Une idéologie néolibérale, et ça vaut pour les États-Unis aussi, l'affaiblissement des États-Unis vient du fait qu'ils ont abandonné, je dirais, le planisme qui doit être inhérent à la gestion d'un grand espace. Donc un néolibéralisme ne veut aucun plan, ne veut aucune forme de dirigisme, aucune forme de régulationnisme, mais il est impossible de gérer un espace, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans notre discussion, parce que Delors, qui était socialiste, qui avait énoncé quelques bonnes idées, notamment sur les communications au départ du lancement en France du TGV, on aurait pu créer un réseau de communication, parce qu'on ne gère pas un grand espace, ni même un petit espace, sans gérer les communications, sans rendre les communications plus rapides, plus aisées. On ne peut pas le faire. Il a eu quelques bonnes idées à l'époque où il était socialiste, mais il s'est totalement aligné sur les recettes du néolibéralisme qui avaient été suggérées par Thatcher à partir de 1979. Bon. Alors, que faut-il penser? Il faut penser non pas en termes de libéralisme, ou peut-être en termes de repli sur soi, mais en termes d'autarcie. Et là, il faut ressortir un penseur, un économiste allemand du 19e siècle, qu'on dit, mais oui, vous allez encore sortir, vous êtes un homme du passé, vous allez me sortir encore un bonhomme qui est mort depuis longtemps, c'était Frédéric List. Mais Frédéric List, c'est lui qui a fait les États-Unis, qui a d'abord fait l'Allemagne en disant il n'y a pas d'unité possible sans un réseau de chemin de fer. Il a suggéré la même chose à la France, il a suggéré la même chose à Louis-Philippe. Il est parti aux États-Unis, il a suggéré la construction d'un chemin de fer transcontinental, de canaux entre les grands lacs du nord des États-Unis, entre les États-Unis et le Canada, pour acheminer le blé vers les ports de New York, qui permettaient d'exporter le blé américain. Et le blé américain est un instrument de la puissance américaine, comme le blé aurait pu être un instrument de la puissance ukrainienne, comme le blé est aussi un instrument de la puissance russe depuis que Poutine a restaurer l'excellence de l'agriculture russe qui avait été détruite par les bolcheviks. Bon, et alors List est celui qui gère la Chine. C'est une pensée listienne, ce n'est plus une pensée marxiste. Oui, on garde le décorum communiste, on garde le drapeau communiste rouge avec des étoiles, mais il ne faut pas oublier que la grande étoile, c'est le Parti communiste, et autour du Parti communiste, il y a 5 petites étoiles qui représentent les 5 grandes classes sociales, paysans, ouvriers, intellectuels, bourgeois, etc. Donc la Chine résonne en termes de liste. Il faut organiser les communications. Et ce que la Chine a fait depuis 20 ou 30 ans est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout aussi extraordinaire que la création du chemin de fer allemand, du chemin de fer transcontinental américain, et aussi la petite Belgique a été soudée par son chemin de fer et par les constructions de canaux que List avait proposé au roi à l'époque. Donc, la gestion d'un grand espace, l'organisation de la souveraineté ne peut se faire que de manière directive ou de manière régulationniste. On ne peut pas continuer à laisser à l'économie, au tout économique, et à une économie qui n'est basée que sur la financiarisation. On ne peut pas lui laisser la bride sur le cou, sinon c'est le déclin assuré, et c'est ce que nous voyons en Europe aujourd'hui, et c'est ce que nous voyons aux États-Unis, où il y a tout de même un risque de sécession. L'affaire du Texas récemment nous a montré quand même clairement que tout le monde n'est pas prêt à accepter ce néolibéralisme qui est assorti d'une pensée woke, d'une pensée destructrice qui est aussi héritière
héritière de la matrice première de la nation américaine, c'est-à-dire le calvinisme, qui voulait détruire les œuvres de la Renaissance, qui voulait détruire tout le patrimoine artistique du Moyen-Âge. Pratiquement tout le patrimoine artistique du Moyen-Âge dans les Pays-Bas a été brisé en 1566. De 1566, ces protestataires, ces iconoclastes, ces iconoclastes sont passés vers la Hollande, de la Hollande vers l'Angleterre, et de l'Angleterre, on les a expulsés vers les États-Unis, et ils ont, au cours de plusieurs siècles, laïcisé ce biblisme protestant destructeur. Ils l'ont laïcisé et ils ont inventé toutes sortes de principes soi-disant moraux et juridiques qui visent à détruire toutes les formes politiques dans le monde entier. Oui, bien sûr. Et ils ont rompu avec justement l'ancien monde pour créer le nouveau, on va dire. Robert, ça me fait penser à une question que souvent les souverainistes ou les stato-nationaux d'une manière générale nous posent. C'est quelles seraient les frontières de l'Europe? Alors, je sais que c'est une longue et vaste question. Je sais que Thiriard, par exemple, lui, faisait remonter les frontières à l'Empire romain. Donc, le fait d'avoir un pied en Afrique du Nord, ça permettrait de contrôler la Mare Nostrum. Quelles sont, selon vous, les frontières de l'Europe? Oui, bon, les frontières de l'Europe, pour moi, il y a deux faits qui sont importants à souligner pour montrer que l'Europe acquiert puissance si elle imite ces exemples nés de la diplomatie, des deux diplomaties européennes au pluriel, puisque ça émanait au moins de trois puissances. C'est au milieu du XVIIIe siècle, vous avez une alliance tacite entre, d'une part, Louis XVI, Catherine II de Russie, Marie-Thérèse et puis Joseph II d'Autriche. Donc vous avez une alliance qui va de l'Atlantique au Pacifique, avec en même temps Louis XVI et la tsarine s'occupent d'exploration maritime. Louis XVI restaure la puissance navale française qui lui permet de gagner à Chesapeake la bataille qui donnera paradoxalement naissance aux États-Unis. Mais il domine l'Atlantique Nord. Mais il y a des expéditions dans le Pacifique, des expéditions russes et des expéditions françaises. Bougainvilliers part et explore le Pacifique. Les Russes aussi, avec son nom m'échappe, je crois que c'est Krusenheim ou quelque chose comme ça. C'était un Allemand qui... Bering est danois, il explore le Pacifique, il arrive en Alaska, etc. Donc, nous voyons qu'au début du XVIIIe siècle, et la Révolution française, financée par les Pitt, le père et le fils, qui gouvernent l'Angleterre parce que le roi est absent. Rappelez-vous ce beau film où on voit Georges III qui est isolé dans une maison à la campagne parce qu'il ne peut plus parler. Or, c'est une pathologie assez bénigne que l'on soignerait avec 2 ou 3 médicaments aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était rédhibitoire, empêchait ce brave roi de régner. Donc, ils ont organisé la Révolution française et une des premières manifestations de la Révolution française a été d'abandonner l'atout naval du pays. Qui n'a pas permis, à la fin de la décennie 1790, à Napoléon Bonaparte de mettre la main sur l'Égypte. Oui, tout à fait. Donc, les frontières de l'Europe. Alors, que se passe-t-il? La deuxième, c'est la fameuse Sainte Alliance ou la Pentarchie née à Vienne en 1814. C'est ensuite l'alliance des 3 empereurs quand il y a la rupture Occident-Europe qui se déroule à partir de la guerre de Crimée.
nous le voyons se répéter. Aujourd'hui, il y a l'alliance des trois empereurs, l'empereur d'Allemagne, l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie. Et puis, il y a le transsibérien, l'Europe. L'Europe s'est projetée jusqu'au Pacifique par le transsibérien, qui est certes évidemment un plan russe, mais où l'acier, il a été liégeois. Les wagons ont été conçus par des liégeois. Les armes de l'armée du tsar étaient liégeoises. Les villes Nagants, ce sont les Moisins Nagants. J'ai encore connu à l'école d'interprète une descendante de la famille Nagant qui apprenait le russe pour renouer avec comprendre les archives de sa propre famille. Et donc l'Europe s'est projetée. En fait, on voit une espèce de séparation à l'Oural. Mais l'Oural, la montagne la plus élevée, c'est 1800 mètres. C'est à peine le Chasseral en Suisse, et les Mongols, ça n'a pas empêché les Mongols, les Mongols, les Tatars et les troupes de Gengis Khan d'arriver aux portes de l'Europe. Oui. Et les frontière. Oui. C'est une frontière évidemment franchissable de toutes les façons. Et c'est le transsibérien qui a projeté la Russie. Donc, quand on va à Novosibirsk ou à Kadergorodok, très loin en Sibérie, on est encore dans une ville de type européen. Certes, il y a toute une série de gens qui disent « Ah oui, mais ce sont des demi-mongols, etc. » Bon, la plupart, s'il y a un mélange entre slaves, c'est avec des finno-ougriens, essentiellement. Et en plus de ça, ces peuples sont extrêmement peu nombreux, bien sûr, même dans ces îles sibériennes. Alors, donc voilà. Ça revient à Tiriyar. Alors, pour Tiriyar et l'Afrique du Nord, il faut savoir que Tiriyar démarre ses activités au moment de la décolonisation, qui pose un énorme problème. En Belgique, moins, il l'a avoué lui-même, il n'y avait que 87 000 colons qui ont été immédiatement inclus dans le fonctionnement de l'industrie en Belgique. On avait besoin de cet apport démographique. En France, ça posait un plus grand problème puisqu'il y avait 1 million d'Européens qui vivaient en Algérie. Et ça a été le drame de l'Algérie. Beaucoup de Français le vivent encore dans leur chair et dans leurs souvenirs. Bien sûr, la Méditerranée a été à ce moment-là, avant la décolonisation, un lac européen. L'Europe, selon vous, est-elle en antithèse à la souveraineté nationale, comme le pensent les nationaux, ou bien paradoxalement son complément et sa survie dans les siècles à venir? Parce que les souverainistes nous disent que plus il y a d'Europe, moins il y a de souveraineté nationale. Alors qu'en revanche, on pourrait évidemment leur rétorquer que une Europe bien comprise, une Europe même fédérale, garantirait la souveraineté, l'identité, la culture de ces peuples qui la composent. Oui, bien sûr, mais il faut voir, évidemment, quand les souverainistes critiquent l'Europe aujourd'hui, ils critiquent une Europe néolibérale. Je ne crois pas qu'il y aurait eu un souverainisme aussi agressif à l'égard des institutions européennes, je dirais dans les années 70, même dans les années 60, 70. À partir des années 80, évidemment, au moment où l'Union européenne adopte les recettes imposées subtilement à la fois par Thatcher et par Reagan, et par les services américains, bien sûr, parce qu'ils spéculent sur l'effondrement de la puissance européenne, qui à cette époque-là vivait quasiment en autarcie, 72% du jeu des importations et des exportations, 72% se faisait à l'intérieur de l'Europe. C'était donc un bloc homogène et autarcique qui ne comprenait pas encore, bien entendu, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et les pays dits PECO d'Europe, les pays d'Europe centrale et orientale. Bon.
Donc, nous avions là une puissance qui était une puissance économique qui était évidemment qui portait de l'ombre aux États-Unis. Alors, si les souverainistes aujourd'hui s'opposent à l'Union européenne, ils devraient dire qu'ils s'opposent au néolibéralisme tant au niveau européen qu'au niveau national. Alors, pour ce qui concerne la France, où ce souverainisme est peut-être plus virulent qu'ailleurs, il faut tout de même savoir que une autarcie dans l'Hexagone était possible. La France, la Suède et la Hongrie étaient les seuls pays qui avaient une autarcie alimentaire totale. Et qui étaient exportateurs de biens agricoles. Ça aurait pu valoir pour l'Ukraine avant le Maïdan, également. Oui, tout à fait. Et ça vaut pour la Russie, et l'autarcie alimentaire lui permet de dire on nous a imposé des sanctions, mais on s'en fiche éperdument. Tout à fait. Le gaz et le pétrole, on va le vendre aux Indiens, on va le vendre aux Chinois, etc. Donc, là, il y a l'autarcie alimentaire. L'autarcie alimentaire, il faut savoir que ce sont tout de même des banques américaines qui ont financé les bolcheviks de façon à ce qu'ils détruisent l'agriculture russe pour permettre évidemment l'exportation du blé américain. C'était Egelberger qui était un ministre de Nixon, si je me souviens bien, de Nixon et de Ford, qui disait Food is the best weapon in our arsenal. C'est-à-dire la nourriture, food, était la meilleure arme de notre arsenal. Donc, c'est vrai que je prendrais pour les souverainistes tout de même un petit rappel de lecture. Il y avait un très grand économiste français, disciple de Liszt justement, dans les années 60 et 70, mais avec la vague libérale néolibéral, on a oublié et on a escamoté toute une série de penseurs économiques de premier plan qu'on a appelés les hétérodoxes. On les appelait les hétérodoxes parce qu'ils ne misaient pas uniquement sur l'économie, ils tenaient compte des facteurs institutionnels, ils tenaient compte des facteurs historiques, ils tenaient compte des mentalités, des faits anthropologiques, des faits ethnologiques, etc. Mais il y avait donc ce François Peroux, il écrit, c'était paru à l'époque en 2018, ça n'a plus jamais été réédité, c'était Indépendance de la nation. Alors là, évidemment, on voyait que Peroux réfléchissait sur la possibilité d'une souveraineté et d'une autarcie alimentaire, énergétique, économique pour l'Hexagone, rien que pour l'Hexagone, mais par ailleurs, François Peroux a été appelé en Amérique latine par ce que l'on a appelé les continentalistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient à l'hégémonie américaine en Amérique latine, souvent avec un certain appui catholique. Donc ça, ici, on peut en parler à des gens qui se réclament du catholicisme, pour unifier le continent latino-américain. C'est ce qu'on a appelé les continentalistes latino-américains qui se partageaient entre, je dirais, une orientation castriste quand ils étaient de gauche et une orientation péroniste quand ils étaient de droite, entre guillemets, mais il y avait aussi, entre castrisme et péronisme, pas mal de fusions ou de synthèses qui proposaient tout à la fois un continentalisme et un indigénisme. Ou un hispanisme. Enfin bon, il y a toute une série d'idéologies pour lesquelles nous n'avons pas été assez attentifs dans le milieu, grosso modo, national-révolutionnaire, néo-droitiste, ou nommez-le comme vous voulez. Et donc on voit que Peroux, qui peut être considéré pour son livre Indépendance de la nation, peut être considéré comme un souverainiste hexagonal, mais il est aussi un continentaliste latino-américain, et sa forme de continentalisme, les formes d'organisation qu'il suggère en Amérique latine, pouvaient parfaitement être importées en Europe. À l'époque. Alors, pour l'Allemagne, l'Allemagne s'est un petit peu saoulée par la puissance qu'elle acquiert
par le miracle économique. C'est une vengeance, vu les destructions que les Américains ont apportées à l'ensemble du tissu industriel. Et puis alors on a pillé les usines, on les a amenées en Angleterre, mais les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des machines plus modernes et plus performantes, et l'industrie anglaise s'est effondrée, l'industrie allemande a prospéré. Si bien que, par exemple, BMW, la Bayerische Motorwerk, les fameuses voitures, elles ont racheté Jaguar. Donc si vous achetez une Jaguar, en fait, c'est pas une Jaguar, c'est BMW. Oui, tout à fait. Et tout le tissu anglais a été acheté, et le néolibéralisme de Thatcher, il n'a pas achevé la mort de l'industrie britannique, mais les élites s'en fichent complètement, elles ont investi ailleurs. Elles ont investi ailleurs et elles n'ont plus de dividendes à payer aux classes ouvrières, etc., via la redistribution sociale. C'est ce qu'on essaye de faire en France, c'est ce que Macron essaye de faire en France d'ailleurs aujourd'hui. Tout à fait. On l'appelle le Thatcher français. Il y a un ensemble de caricatures absolument drôlissimes qui le montrent avec la perruque de Thatcher, qui ont même fait la couverture de grands journaux, de grands hebdomadaires anglo-saxons. Oui. Merci Robert pour cette réponse. Ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Allez-y. Je vous écoute. Merci pour cette réponse très complète. J'aurais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez que une troisième voie en Europe est encore possible, ou bien est-ce que le front en Ukraine a polarisé un peu aujourd'hui toute façon de penser une troisième voie viable? Si, une troisième voie, le problème de la troisième voie se posait évidemment à l'époque de l'Europe de Yalta. Dans l'Europe de Yalta, ou bien on était communiste, ou bien on était pour une économie libre de marché, comme on disait, la freie Marktwirtschaft, qui avait évidemment deux conjugaisons possibles. On l'a conjugué au mode social-démocrate, on était keynésien, ou bien on l'a conjugué au mode démocrate chrétien, qui était keynésien lui aussi, mais qui laissait peut-être un petit peu plus de latitude aux entreprises ou au secteur privé. Bon, alors, et à ça, on opposait évidemment, il ne faut pas se leurrer, c'était un petit peu hypocrite, quand on disait troisième voie, eh bien on voulait revenir à un système économique semblable au fascisme italien ou au national-socialisme allemand, pour autant qu'on puisse les définir, parce que ces deux régimes avaient de particulier, c'était qu'ils étaient syncrétiques, c'était une synthèse de différents éléments que l'on appliquait ou que l'on n'appliquait plus au gré de la direction générale du pays, c'est-à-dire au gré de Mussolini ou de Hitler. Bon, mais pour moi, une économie de troisième voie repose sur les études qu'a faites après-guerre un personnage un petit peu mystérieux dans l'histoire idéologique ou dans le paysage intellectuel français, qui était Albertini. Albertini a commencé à travailler sur les idéologies économiques. Il a eu des successeurs, dont vous ne connaissez toute une équipe d'ailleurs, je ne vais même pas les énumérer tous. Il avait un assistant qui était d'origine algérienne et qui s'appelait Ahmed Silem. Et ils ont réalisé eux-mêmes, donc Albertini et Silem dans un premier temps, toute l'équipe qui a pris leur relais, qui a pris leur succession, ont travaillé sur l'histoire des idées économiques. Et ils se sont dit, en fin de compte, il y a les orthodoxies, qui sont le libéralisme de marché
qui se divise en deux catégories. Il y a le libéralisme de marché à l'anglo-saxonne qui parie sur la spéculation, le secteur financier. Il y a le libéralisme de marché qui est ordolibéral à la mode allemande, suédoise, en partie française. Peugeot, par exemple, en était un exemple, à la mode italienne et à la mode japonaise. Donc, que plus tard, on appellera le système rénan. Hein, c'est l'industrialisation de la roue, en fait, et des grandes entreprises familiales qui ne pariaient pas sur la financiarisation et pariaient sur l'investissement dans des nouvelles machines et surtout pariaient sur la recherche. Donc, cet ordolibéralisme peut se brancher sur d'autres choses. On le verra tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour Albertini Silem dans un premier temps. Il y a le libéralisme, il y a le communisme qui est appliqué dans les pays du Comecon, qui est appliqué dans le bloc de l'Est. Et puis alors, entre les deux, il y a le keynésianisme qui est appliqué, par exemple, dans les pays scandinaves où il y avait un socialisme assez poussé, etc. Donc ça, ce sont les orthodoxies. Parce qu'elles font toute l'explication du mode de fonctionnement des sociétés se fait sur l'économie. Rien que sur l'économie, il n'y a que de l'économique. Et alors, il y a les hétérodoxies qui vont tenir compte, surtout du cadre historique. C'est ce qu'on a appelé l'école historique allemande, mais il y a eu des écoles historiques dans tous les pays d'Europe. Donc, on fait une histoire économique du pays dans lequel on vit. Je donne un exemple. Si je raisonne sur l'économie de la Champagne, par exemple, je dois tenir compte de la production d'un certain vin de haute qualité. Si je fais l'histoire économique des Asturies en Espagne, eh bien, je dois raisonner sur un binôme agriculture des petites entreprises, des petites fermes qui ne sont pas des grandes haciendas, et aussi sur un secteur industriel qui était présent dans cette région, et ainsi de suite. Je dois faire l'histoire de mon tissu économique. Donc ça, c'est une première chose, à tenir compte de l'histoire de mon pays. Je dois tenir compte des institutions, je dois tenir compte des facteurs anthropologiques, etc. Je ne fais pas du tout économique. J'ai un instrument beaucoup plus fin. Et pour moi, cet ensemble d'hétérodoxies, l'ensemble de ces hétérodoxies économiques doit former la troisième voie. Eh bien, Gabriel et Adinolfi disaient très récemment, je crois que quand nous avons eu une discussion à trois, ils parlaient d'un colloque qui avait eu lieu à Bruxelles un 12 mars d'ailleurs, mais je ne me rappelle plus très bien quelle année, je crois que c'était en 87, en 1987. Nous avons tenu un petit colloque qui était un des dizaines de petits colloques qui se tenaient dans le cadre de Troisième Voie à l'époque avec Jean-Gilles Maliarakis et Adinolfi lui-même. Mais dans la salle, il y a un certain groupe, toute une série de garçons qui sont venus et nous avons fait le groupe du 12 mars pour lequel nous avons, suite à quoi nous avons sorti une brochure sur les questions économiques où tout ça a été discuté. Par après, encore dans le cadre du GRES, c'est la dernière chose que j'ai faite dans le cadre du GRES en 92, c'est un numéro de vouloir sur les doctrines économiques avec l'aide de Bernard Notin, qui s'inscrivait en tant qu'élève de Maurice Allais dans le cadre de ces hétérodoxies. Donc après, Bernard Notin a tenu la chronique économique de vouloir et de toutes les revues que j'ai fabriquées dans la pièce où je me trouve actuellement. Avant que Bernard Notin n'émigre au Mexique, où il travaille d'ailleurs pour une revue chilienne qui me paraît très importante et que je suis depuis plus de 30 ans, c'est Ciudad de los Césares, donc la cité des Césars.
Et donc il continue son œuvre militante sans fléchir. Donc et tout ça a été explicité, a été fait. Et je crois qu'aujourd'hui, au sein de l'Institut Iliade, c'est Guillaume Travers qui reprend ce flambeau. Oui, tout Donc, à fait. il reprend ce flambeau à partir de l'œuvre de Werner Sombart, qui lui aussi, il faut quand même, ce qui est extrêmement important de savoir, et ce qui montre aussi l'importance des recherches actuelles de Travers, parce que sinon je vous parlais de choses qui s'étaient passées il y a plus d'une trentaine d'années. Dans ce qui est très important chez Travers, comme chez certains amis à Hambourg qui ont fait une thèse de doctorat sur Sombart, c'est que Sombart est le seul continuateur de Marx. Tout à fait. Ce qui est absolument renversant, c'est que Marx, il écrivait dans sa mansarde ou dans son appartement londonien qui était mal chauffé, alors il grelottait autour de son poêle, il écrivait, il recevait un peu de sous de Engels, mais tout ça était, le Capital, par exemple, est un ouvrage assez touffu, assez difficile. Sombart l'a démêlé et en 6 volumes, il a explicité le Capital. C'est le seul qui a rendu le marxisme lisible. Mais il l'a complété. Il n'est pas resté dans le tout économique. Parce que Sombart a montré aussi que, par exemple, l'histoire de la lettre de change est déterminée par la spécificité de Venise. Donc, il y a un contexte historique. Puis, il y a le contexte religieux. Il constate, lui qui est un bon vivant, Sombart était un très bon vivant, Sombart constate effectivement qu'il y a des réflexes économiques différents chez les luthériens, les catholiques ou les calvinistes. Ce qui donnera, en même temps que Sombart, mais Max Weber qui écrira l'éthique protestante et le développement du capitalisme. Mais Weber focalise un peu trop sur le calvinisme. Il faut savoir, c'est quand même que les industries les plus performantes en Allemagne aujourd'hui, et enfin aujourd'hui tout tombe en quenouille, mais jusqu'en 2015, avant que Merkel ne détruise le système social allemand en injectant 1 million, si pas 2 millions de réfugiés venus de partout et de nulle part, ce qui a complètement ébranlé évidemment le système social allemand. Ce sont quand même les régions catholiques, la Bavière et le Bade-Württemberg, qui sont les plus performantes en matière économique. Donc là, on peut un peu critiquer l'éthique protestante de Max Weber, mais enfin, Sombart tient compte des facteurs historiques et des facteurs religieux, ce qui fait de lui, évidemment, une des figures de proue de l'hétérodoxie. Oui, tout à fait. Merci pour cette réponse, Monsieur Stegers. Au niveau économique, c'est vrai que on a tendance à laisser de côté trop souvent le côté économique des choses, et pourtant c'est évidemment bien trop capital pour le laisser de côté. Robert, vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire pour compléter ou... Je veux dire, s'il y a un mot de la fin, plongeons-nous dans les hétérodoxies et apportons la contradiction à l'adversaire néolibéral, à l'adversaire marxiste. Il n'y en a plus, même et même Zouganov, le président du Parti communiste de la Fédération de Russie, ne vont plus réappliquer ces recettes-là, aussi simplement parce que techniquement ce n'est plus possible. Enfin, ce n'est plus possible ou ce n'est plus nécessaire. Il y a des instruments techniques qui ont changé. L'histoire de la technique est quelque chose à apporter aussi dans la précision, dans l'expression, dans l'expression de nos idées économiques. Oui, il y a un adversaire néolibéral qui est téléguidé depuis les États-Unis et qui vise effectivement l'effondrement de l'Europe, parce qu'aux États-Unis, il restera tout de même un État profond qui restera dirigiste. Tout à fait. Oui, le cœur
le cœur du problème est bien de l'autre côté du Pacifique. Tout à fait. Merci Robert, merci pour cet entretien. Vos livres sont disponibles aux éditions du L'Or. Vous avez notamment sorti il y a plusieurs années la trilogie Europa, il me semble, qui est disponible dans différentes librairies. Il faut regarder sur Internet. Elles sont encore disponibles, mais ce doivent être les derniers exemplaires. Je viens de prendre des dispositions. Il sera possible de les rééditer sans problème. D'accord. Mais si on veut la première édition, ils seront de toute façon édités d'une manière quelque peu différente. Donc, si on veut la première version, il faut se dépêcher. Tandis que les autres sont disponibles au L'Or, effectivement. Alors, j'encourage évidemment tous les auditeurs à aller acheter les livres de Robert et aussi à regarder et à aller sur le blog de Synergie Européenne et notamment les archives de Vouloir Héroé, parce que ce sont des vraies mines d'informations et des vraies mines d'or pour n'importe quel sujet, qu'il soit économique, historique, métaphysique, ou si vous voulez chercher des articles sur tel ou tel auteur, c'est une vraie mine d'or. Moi, ça m'a beaucoup servi à titre personnel. Donc, je vous encourage vivement. Robert, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous. Et alors, bon courage, surtout pour la jeune génération qui doit se dresser et se mettre à l'ouvrage. Et vous voyez, on n'en meurt pas. Hein. Ça fait 51 ans que je suis occupé. Et en plus de ça, j'ai jamais demandé un sou aux militants. Et j'ai travaillé à la fois comme traducteur indépendant et comme professeur pendant 38 ans. Pendant 40 ans. Et juste pendant 40 ans, j'ai travaillé, mais disons, avec 38 ans de statuts différents. Mais vous voyez, on n'en meurt pas. Et on peut fonder une famille et on peut vivre de la manière la plus naturelle possible. Merci Robert. Voilà, au revoir, à bientôt.